De la mer à Balfego. La mer, un espace immense, abrite le poisson le plus prodigieux de la création, le thon rouge, également appelé thon géant. Ce n'est ni un animal quelconque, ni un poisson comme les autres. Son histoire naturelle est unique. Sa biologie échappe à toute prédiction de la zoologie. Historiquement parlant, le thon rouge, un migrateur, peut atteindre un poids de 900 kg. Son corps incorpore en série tout le nécessaire pour nager pendant des heures à des vitesses et sur des distances impossibles à atteindre pour tout autre poisson. Ils vivent toujours en groupe ou en bancs rassemblant des milliers d'individus. Pour traverser les mers, ils se nourrissent de poissons plus petits, dont des maquereaux, des sardines ou des anchois. Ils ont de grands besoins énergétiques, notamment pour déplacer des corps aussi compacts que des torpilles. Leurs muscles sont puissants et durs comme l'acier. Grâce à leur hydrodynamisme, ils peuvent nager quelques 200 km par jour en moyenne. Ils peuvent aussi plonger à 1000 mètres de profondeur en eau tempérée. Les thons géants fréquentent les océans Pacifique et Atlantique. Les thons de l'Atlantique nous concernent davantage du fait qu'ils fréquentent nos eaux. Les migrations qu'ils accomplissent visent aussi bien à trouver de la nourriture qu'à leur reproduction. Les scientifiques ont pu constater des déplacements de quelques 11 000 km en à peine 60 jours, soit la distance à vol d'oiseau entre Marseille et Tokyo. Dans l'Atlantique, ils se séparent en deux groupes pour rejoindre des lieux qu'ils considèrent comme magiques. De petites mers les ont vus naître. Les uns rejoignent le golfe du Mexique, les autres la mer Méditerranée. Pour atteindre la Méditerranée, ils doivent franchir le détroit de Gibraltar. Cette montagne, c'est l'Afrique, alors que l'Europe est située en face. Ce détroit, large de quelques 14 km, est franchi tous les ans par les thons rouges en provenance de l'Atlantique. Ils n'oublient jamais l'endroit qui les a vus naître il y a très longtemps et ils y retournent en mission. Sur le littoral, les êtres humains les attendent tous les ans depuis des milliers d'années. En effet, la pêche au thon a facilité l'épanouissement de villes et de cultures. Sa chair exquise nourrit tous les peuples du pourtour méditerranéen depuis déjà quelques 6000 ans. Le cerveau de l'homme a inventé de nombreux engins de pêche pour pouvoir capturer ces géants de la mer. N'oublions pas que les thons sont intelligents et robustes. Il s'agit donc d'un défi ancestral qui oppose deux créatures qui semblent faites pour s'entendre. Depuis l'Antiquité, l'art témoigne de l'importance des thons dans la vie quotidienne des hommes qui ont vécu ici. D'ailleurs, des villes entières furent fondées pour la pêche et le commerce des thons rouges, dont cette cité romaine de la côte espagnole appelée Baello Claudia. Ces pierres évoquent les entrepôts où était conservée la chair du thon avant d'être exportée dans tout l'Empire romain. On a même retrouvé des monnaies représentant des thons aux côtés d'empereurs et de dieux. Le thon y était conservé à l'huile ou au sel dans des amphores en terre cuite avant d'être exporté dans tout l'Empire romain. Mais il fallait tout d'abord le pêcher. Or, les mers sont vastes.
Les thons rouges se nourrissent à peine à l'époque où ils arrivent en Méditerranée. Pour les pêcher, il a donc fallu concevoir différentes stratégies, dont la madrague. Ces filets de pêche sont ancrés au fond. Il suffit ensuite d'attendre que les thons s'y dirigent eux-mêmes. Ces pêcheurs du littoral espagnol estiment que cette partie de la mer regorge de thons géants et qu'ils doivent simplement parvenir à les piéger dans les filets pour les pêcher. Cette technique de la madrague, qui n'a guère évolué depuis des siècles, en a remplacé de plus anciennes encore à la fin du Moyen Âge. En général, on l'aménageait dans des zones riches en sel pour faciliter la conservation de leur chair. Or, cette technique fut pratiquée dans tout le bassin méditerranéen, du détroit de Gibraltar à la mer Noire. Heureusement, la plupart des thons rouges parviennent à poursuivre leur migration. Et dans la Méditerranée, un autre genre de pêcheurs les attend. Il s'agit des pêcheurs sportifs. Ces pêcheurs amateurs de thon embarquent sur des bateaux pour trouver ces géants. Ces pêcheurs abondent dans les ports de l'Atlantique et de la Méditerranée. Leur activité est très contrôlée pour éviter les abus. Citons ainsi l'application stricte de la fermeture de la pêche et l'interdiction d'emporter les thons qui doivent être relâchés vivants. La pêche sportive finit souvent par se centrer sur d'autres espèces apparentées au thon rouge en raison des entraves croissantes à leur capture. Une autre technique de pêche du thon rouge, guère pratiquée en Méditerranée, se distingue par sa spectacularité. Au large du nord de l'Espagne, notamment en Cantabrie et au Pays Basque, certains bateaux transportent de petits poissons vivants dans des bassins. On y pêche à la ligne, car en dehors des cycles de reproduction, les thons rouges sont des mangeurs voraces. Les gens du Nord utilisent des appâts vivants pour les pêcher. Des jets d'eau aspergent la surface de la mer pour tromper les thons. La mousse créée par les jets trompe les thons en simulant de la nourriture. Les pêcheurs lancent ensuite des appâts vivants dans la mousse pour mieux les duper. Et ça marche! De nouveau en Méditerranée, citons une autre technique de pêche qui concerne les thons reproducteurs avant et pendant la ponte et qui a lieu entre les mois d'avril et de juin. Il s'agit de la palangre. Cet engin de pêche, long de plusieurs kilomètres, est muni à intervalles réguliers de milliers d'hameçons avec de l'appât et reposant à quelques 100-150 mètres de profondeur. La présence de navires pratiquant la pêche à la palangre est très ancienne dans le bassin méditerranéen. Les thons reproducteurs adultes, ayant réussi à atteindre leur destination finale, se conduisent différemment. Éclairés par la lune, ces thons ont modifié leurs mouvements et leurs couleurs. Ces changements prouvent qu'ils sont arrivés à destination, à l'endroit qui les a vus naître il y a plus de 30 ans pour certains. Ils commencent alors à tourner et à s'entrecroiser. Ces thons, qui sentent le besoin de se reproduire, se trouvent au large des îles Baléares. Mais comme bien d'autres poissons, ils n'ont pas d'organes copulateurs. Voilà pourquoi ils pratiquent la fécondation externe. Les mâles et les femelles pondent leurs œufs et lâchent leur sperme dans la mer.
Les œufs et le sperme créent ainsi des œufs fécondés qui donneront des larves. Une femelle pesant quelques 200 kg pond tous les ans quelques 157 millions d'œufs dans la mer. La mer des Baléares est un des principaux lieux de reproduction du thon rouge atlantique en Méditerranée. On y pratique également la pêche basée sur un engin traditionnel, la senne. Vu leur immensité, il n'est guère facile de trouver des bancs de thon dans nos mers et nos océans. En Espagne, cette technique de pêche, la senne, ne compte que 6 bateaux, tous basés à la Media de Mar, dans la province de Tarragone, en Catalogne. C'est la saison du thon. Les pêcheurs n'ont qu'un mois pour mener à bien leur capture annuelle. Mais depuis des jours, les thons qu'ils trouvent n'ont pas un poids suffisant. Mais le patron, qui a l'expérience de la pêche dans son sang depuis des générations, sait où chercher. Intuition, tradition, connaissance de la mer. Il ordonne à l'équipage de se tenir prêt. Les thoniers seineurs exigent un grand nombre de pêcheurs expérimentés, sachant à tout moment ce qu'ils doivent faire. Un simple regard du capitaine leur suffit. Il place le bateau au-dessus du banc de thon rouge, la dite Molin. Tout est prêt. Mais ils devront faire vite, car ils ont affaire à un super poisson, au roi de la mer. Une petite embarcation armée d'un filet de 1800 mètres de long pour 130 mètres de profondeur quitte rapidement le bateau. L'embarcation forme facilement un énorme cercle au-dessus du banc de thon, dans le but de l'encercler avant que les poissons n'essayent de s'échapper. Cette manœuvre doit être parfaite. Elle ne doit durer que quelques minutes. Les deux bateaux se rejoignent de l'autre côté de la Seine pour fermer l'encerclement. C'est le moment le plus délicat de l'opération, car les thons rouges, intelligents, ont vite fait de comprendre que quelque chose n'allait pas. Ils pourraient s'échapper s'il y avait une faille dans l'encerclement. C'est fait. Les poissons géants tournent en rond irrémédiablement. Sur la passerelle, le patron est satisfait. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Ils doivent récupérer l'énorme filet sans faire de mal aux thons qui continuent de nager à l'intérieur, déconcertés. Sans leur faire de mal? Mais ce sont des pêcheurs, n'est-ce pas? Oui. Mais la version moderne de la Seine ne sort pas les poissons de l'eau après la capture. On les y laisse pour qu'ils y nagent. Nous verrons bientôt pourquoi. En les regardant travailler, on sera surpris d'observer comment ils sont capables de ramasser une telle quantité de filets et de flotteurs. Mais ils sont parfaitement coordonnés. Sous l'eau, quelques 200 grands thons rouges, adultes et ayant fini leur reproduction, semblent s'habituer à leur nouvelle situation. Ils sont à l'aise dans leur groupe et cela les rassure. C'est alors qu'un autre bateau se pointe à l'horizon. Il traîne un bassin pour le transport des thons. Ce bassin ressemble à un énorme panier de basket-ball. Ces pêcheurs, de vrais cow-boys de la mer, unissent le bassin de transport à la Seine renfermant les thons. Cette opération spectaculaire ne peut être vraiment appréciée que sous l'eau. Ils ouvrent une immense porte sous-marine qui rattache les deux enceintes fermées formées par le filet. Les pêcheurs, qui sifflent comme les dauphins, tissent en quelques minutes une sorte de toile d'araignée. Ils ouvrent et referment le filet pour diriger le banc de thon vers le bassin de transport. Et ils y parviennent, car tous les thons suivront le premier à franchir cet espace.
Le passage des thons est soigneusement filmé en vidéo pour faciliter le dénombrement exact des poissons et calculer au mieux combien de thons ont été capturés. La vidéo sera visionnée sur la passerelle du bateau au bout de quelques minutes et en présence de représentants d'organismes officiels chargés du contrôle de la pêche, afin qu'ils puissent certifier la transparence absolue de l'opération. Sigue en marcha, Inés. Pues campanato, sigue en marcha. Yo voy a arriar Zodiac y botes ahora. Les documents de la capture sont signés par des inspecteurs et des observateurs. Ces documents garantissent que toutes les normes visant à la conservation du thon rouge ont été strictement respectées. Ces documents et la vidéo filmée vont suivre les thons du bassin de transport de la mer des Baléares à la Metlla de Mar. Pendant tout le trajet, des inspections pourraient être menées pour vérifier que ces documents correspondent bien au contenu réel du bassin. Tous leurs documents sont en règle. Le bassin, rassemblant les thons vivants, est traîné par le remorqueur. Très lentement, à une vitesse d'à peine 1 nœud. Le trajet jusqu'à la côte ensoleillée de la Metlla de Mar durera donc plusieurs jours. Les thons y vivront plusieurs années et grandiront sous la protection et les soins des fermiers de la mer. Après avoir complété leur reproduction, la plupart des thons adultes qui sont restés dans la mer des Baléares retournent dans l'océan Atlantique en juillet. Ils y resteront pendant 1 an pour s'y nourrir. Les thons nouveau-nés, aussi petits que le plancton, resteront pour la plupart en Méditerranée pour s'y nourrir et y atteindre leur maturité sexuelle. Dès lors, ils effectueront tous les ans leur migration reproductrice, toute leur vie durant.